Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais tout à l'heure à nos auditeurs, nous voulons parler avec vous de cette situation très problématique au sein du ministère, vous l'avez dit, du ministère israélien des Affaires étrangères, qui subit une découpe sans cesse et une récente coupe de plus de 300 millions de shekels. Oui. Vous avez été vous-même directrice adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères, diplomate pendant près d'une quarantaine d'années, ambassadrice et consul général à New York, avant d'être député, bien évidemment. Alors, expliquez-nous comment on en est arrivé là. Écoutez, d'abord, je dois dire une chose, c'est que le ministère des Affaires étrangères d'Israël a été, pendant de très nombreuses années, l'outil de travail l'un des plus importants du gouvernement d'Israël, parce que c'est non seulement l'image d'Israël à l'étranger, mais c'est absolument tout. Si c'est les liens politiques, si c'est les liens de coopération internationale ou économique, tout passe, absolument tout passe à travers le ministère des Affaires étrangères. C'est Israël à l'étranger. Et je ne peux pas exagérer en disant quel travail ce ministère, ou plutôt les émissaires de ce ministère, les différentes personnes, les diplomates, si ce sont les chefs de mission, les autres ont rempli au cours des années. Je crois qu'il y a beaucoup de pages illustres dans l'histoire d'Israël grâce, avant l'établissement de l'État d'Israël, ça a été le travail diplomatique mené par une dizaine de personnes à l'étranger qui a amené l'ONU à reconnaître l'État d'Israël. Et c'est toujours, d'une part, l'élargissement et la position d'Israël à travers les nations, et parfois, c'est surtout, ces dernières années, que l'on veuille ou pas, la défense de l'État d'Israël. Alors, je crois qu'à un certain niveau, ce n'est pas beaucoup moins important que l'armée d'Israël. Or, si notre Premier ministre vient à une réunion des ambassadeurs européens en disant voilà ce que nous avons accompli, voilà ce que nous avons maintenant, tel est l'arsenal que nous disposons, il y a ceux qui disent oui, mais nous aussi nous sommes cet arsenal et il faut nous donner des outils de travail. Et ce que l'on constate depuis quelques années, c'est vraiment le fait que le ministère des Affaires étrangères, de plus en plus, c'est le laisser pour compte. perd le statut qu'il avait. Alors, on ne peut pas s'empêcher de rappeler que Binyamin Netanyahou a été longtemps, depuis qu'il est Premier ministre en 2009, il a été ministre des Affaires étrangères lui-même. Et certains affirment que, d'une certaine manière, c'était lui qui était le pivot de cette activité diplomatique à travers le monde. Je crois que il me semble quand même ne pas exagérer en disant que Benjamin Netanyahou se dit voilà, c'est moi qui représente l'État d'Israël. J'ai des talents, et c'est vrai qu'il en a. Et je représente Israël à l'étranger. Et je peux faire tout le travail. Voilà, grâce à moi, il y a des liens avec des pays en Afrique, des pays musulmans. C'est moi qui mène la politique. Et donc, le ministère des Affaires étrangères, j'en ai vraiment pas tellement besoin. Et même en étant ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est surtout pendant le fait qu'il a été ministre des Affaires étrangères, que le statut de ce ministère a commencé à descendre parce que, en se disant, j'ai pas besoin ni des ambassadeurs, ni des diplomates, je fais le travail moi-même. Voilà, c'est ce qui est arrivé, je crois, au niveau du principe. Ensuite, il y a eu le fait qu'il y a eu des coupes très importante. Je parle à mes ex-collègues à l'étranger. Je reviens maintenant de New York où j'ai parlé avec mes collègues au consulat à New York. Ils n'ont pas un sou pour payer aucune activité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les salaires qu'on a coupés. Ce n'est pas seulement les frais de représentation qu'un ambassadeur ne puisse plus inviter quelqu'un prendre un café. Et personnellement, je crois que les liens personnels et le fait qu'on puisse inviter quelqu'un à dîner, à déjeuner, crée un autre style et un autre genre de relations personnelles. Et que l'on veuille ou pas,
c'est finalement les relations personnelles qui comptent énormément en toute chose. Eh bien maintenant, ils n'ont plus un budget pour rien faire. Alors, on tient une ambassade ou un consulat à l'étranger et on ne le laisse pas travailler. Alors, et je ne vois pas vraiment, à part le fait que ce n'est pas juste, je ne vois pas exactement pourquoi et à quel niveau c'est une politique intelligente. Je crois que c'est complètement idiot. Alors, je voudrais vous poser deux questions qui ne sont pas qui sont peut-être pas directement liées, mais qui sont certainement liées. Il y a eu, on le sait, au sein du gouvernement, il y a un nouveau ministère qui s'est créé ces dernières années pour lutter contre le BDS, le ministère des Affaires stratégiques, qui est dirigé par Gilad Ardan pendant, en tout cas, je pense jusqu'à aujourd'hui. Et la question que l'on se pose, c'est quelque part, est-ce que finalement, c'était pas aussi de la part de Benyamin Netanyahou une volonté on va dire, de mettre des hommes à lui et des... Non, ce n'est pas seulement ça. Je crois qu'il y a eu vraiment, on a coupé 6 ou 7 fonctions du ministère des Affaires étrangères. Et on l'a partagé à des ministres auxquels on a voulu donner encore quelque chose. Parce que paradoxalement, ce ministère des Affaires stratégiques semble avoir les budgets nécessaires pour lutter contre le BDS. Énormes, des budgets énormes, alors que finalement, et je connais pas mal de cas où ce ministère œuvre à l'étranger sans dire un mot à nos ambassades, et cela crée des problèmes à tous les niveaux, c'est-à-dire, et ce n'est pas seulement les affaires stratégiques du BDS, c'est aussi, et c'est une lutte que le ministère des Affaires étrangères finalement devrait mener. C'est exactement ça, sa fonction, mais aussi les relations avec les Juifs de la diaspora, qu'on a donné à notre ministre, la Hasbara, qu'on a donné l'information, c'est-à-dire il y a eu 6 fonctions qui ont été réparties à d'autres ministres. Alors, finalement, on vide le ministère des Affaires étrangères de ses fonctions. Les gens sont démoralisés. Je veux dire une chose, c'est que mes collègues ou mes ex-collègues ou ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des gens qui font des cours, ce sont des gens du métier, ce ne sont pas des politiques, ce sont des gens vraiment qui viennent là et qui font un travail professionnel et qui sont complètement démoralisés. Ils ne comprennent pas pourquoi et comment. Et c'est pourquoi depuis au moins 3-4 ans, je vois combien de jeunes quittent le ministère, pas seulement à cause de cette démoralisation, mais aussi, faut-il le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont à l'étranger, ils doivent demander à leurs parents de leur envoyer de l'argent. C'est vraiment pas normal. Ce n'est pas une politique très intelligente. Alors, je ne pense pas me tromper en disant que dans l'entourage de Benyamin Netanyahou, on a plus d'une fois critiqué une certaine orientation de certains diplomates qui n'allaient pas ou n'étaient pas prêts à s'aligner sur la politique du Premier ministre. Est-ce que c'est vrai de ce que vous connaissez? Je ne suis pas au courant. Personnellement, d'après tout ce que j'ai vu, ce sont des gens du métier, ce ne sont pas des gens politiques. Alors si, par exemple, un des ministres, un des ambassadeurs ou des émissaires à l'étranger fait part aux gens du ministère de problèmes qu'ils rencontrent, du fait qu'un certain argument ne fonctionne pas, ne travaille pas, n'est pas efficace, c'est une critique professionnelle, ce n'est pas une critique politique. Personne au ministère, d'après ce que je connais, ne critique pas la politique de l'État d'Israël. Ils peuvent critiquer certains outils de travail. Alors, au lieu d'écouter, de dire, voilà, si cet argument n'est pas valable, si cet argument peut se tourner contre nous, on transforme ces gens en gauchistes. Et ce n'est pas le cas. Je sais très bien que ces gens-là n'appartiennent pas à des partis politiques. Alors, la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que dans un monde qui est, on va dire, sous le coup de cette globalisation des contacts, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies où n'importe qui peut se parler très facilement en levant le téléphone, est-ce que finalement, eh bien, il n'y a pas une nécessité de réformer quelque part la diplomatie israélienne, peut-être même d'autres diplomaties à travers le monde? Absolument, il faut la réformer. Nous avons un groupe de travail, j'appartiens à une institution académique qui s'appelle Mitzvim, et nous avons fourni un travail très approfondi, comment devrait un ministère des Affaires étrangères fonctionner aujourd'hui et quelles devraient être les réformes, parce que nous vivons dans un monde multipluraliste, multilatéral, et donc il faut
travailler maintenant d'une manière différente. Et il y a tant d'éléments de la société civile qui ont des liens à l'étranger, si c'est au niveau scientifique, etc., bien sûr. Mais finalement, ce sont les ambassades qui réussissent à avoir le plus d'informations en profondeur, d'analyser ce qui se passe dans un pays, de maintenir, de créer des contacts, de maintenir des contacts. Écoutez, je n'ai absolument aucun intérêt personnel, mais quand j'étais ambassadeur au Portugal, j'ai su faire ce travail. Et les gens avec lesquels j'ai travaillé, si c'était quelqu'un qui était dans l'opposition que j'ai envoyé en Israël aujourd'hui, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Et ce sont des liens qui comptent, c'est-à-dire si je téléphone au secrétaire général des États-Unis, il écoute parce que nous avons des relations personnelles. Et ce n'est pas seulement moi. Je crois que je peux vous citer énormément de mes ex-collègues qui ont fait exactement la même chose. Alors, à des jeunes qui envisageraient de se lancer dans une carrière diplomatique, nous en avons reçu ici dans ce studio une il y a 24 heures à peine. Quel avenir? Est-ce que finalement l'avenir est tracé ou finalement ils risquent de se heurter durant leur carrière à des difficultés sans cesse? Écoutez, je crois qu'il faut faire un travail de longue haleine et il faut penser si quelqu'un veut bâtir une carrière diplomatique. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes creuses. Il faut se munir de patience et de persévérance. Et je crois que c'est ça l'une des choses essentielles aussi dans le travail des diplomates. Et je leur conseillerais de rester. Cela dépend aussi qui sera le prochain ministre des Affaires étrangères et quelle importance et quel poids il voudra ou elle voudront donner à ce ministère. Je peux vous citer des périodes pendant lesquelles ce ministère a eu tout à fait une autre position. Si c'était pendant la période de Yigal Allon ou si c'était même dans la période d'Abba Eban ou si c'était dans la période de Moshe Arens ou si c'était dans la période de Tzipi Livni. Ce ministère a eu tout à fait un autre poids. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le processus de prise de position et de prise de politique, il faut absolument aussi avoir des professionnels du ministère des Affaires étrangères qui sont dans toutes les équipes pour pouvoir bien peser les pour et les contre et les conséquences de toute politique. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces difficultés du monde de la diplomatie israélienne à la suite de coupes budgétaires sensibles au ministère. En espérant que les choses vont changer. Voilà, en espérant que les choses vont changer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Et bonne journée. Shalom.